Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SMP-SMC semestre 1. Ce chapitre sera consacré aux formules de Taylor. On va commencer par définir les dérivées successives avant de déterminer les formules de Taylor. Donc, on prend une fonction qui est dérivable. F' c'est sa dérivée. Si F' est aussi dérivable, on va noter par f seconde la dérivée de f'. Ça veut dire f seconde, c'est la dérivée de f'. Et ainsi de suite. Si f seconde est elle-même dérivable, on va la dériver, et on aura la dérivée de la seconde dérivée, donc on aura la dérivée troisième. Et on peut continuer ce processus jusqu'à définir la dérivée d'ordre n. Et on la note entre parenthèses pour faire la différence entre la dérivée n de f et la puissance n de f. Donc ces parenthèses sont obligatoires pour ne pas mélanger la dérivée n avec la puissance n. Donc par convention on prend 0 pour dire que c'est f sans aucune dérivée, 1 c'est pour f', 2 pour la dérivée seconde et ainsi de suite. Et on peut utiliser aussi la notation de Leibniz comme celle-ci. Donc, comme exemple, en cinématique, lorsque f représente la position d'un mobile en mouvement au cours du temps, f seconde va représenter l'accélération instantanée du mobile à l'instant t. Comme on sait déjà que f' c'est la vitesse, donc là f seconde c'est l'accélération. Donc, chaque dérivée a un sens physique ou bien à un sens dépendamment du problème qu'on traite. On dit que f est de classe C1 si f elle est continue et que sa dérivée est continue aussi. En général, f est de classe Cn si f est n fois dérivable et si la dérivée n est continue. Donc la fonction est de classe C infini si elle est indéfiniment dérivable. Par exemple, pour les fonctions c infinies, on notera la fonction exponentielle, les fonctions polynômes, la fonction sinus, la fonction cosinus. Toutes ces fonctions sont indéfiniment dérivables. Les fonctions de classe C0 sont les fonctions continues et les fonctions de classe C1 sont les fonctions dites continuellement dérivables. On va traiter cet exemple. On va calculer la dérivée n de sinus qui n'est autre que cette formule, c'est-à-dire sinus de x plus np sur 2. C'est une formule qui dépend de n, on va la démontrer par récurrence. Donc, en première étape, on va vérifier qu'elle est vraie pour n égale à 1. Donc, on va remplacer n par 1. La dérivée de sinus, c'est cosinus, qui n'est autre que sinus de x plus pi sur 2. Donc, Pn, elle est vraie pour n égale à 1. On va la supposer vraie pour un certain rang k, n'importe lequel. Donc on aura sinus kx, la dérivée km de sinus égale à ça, donc pour un certain k fixé. Et la troisième étape de récurrence, c'est qu'on va montrer que Pn est vraie pour le rang suivant. Nous on a supposé qu'elle est vraie pour le rang k, on va la montrer pour le rang k plus 1. Donc sinus k plus 1 n'est autre que la dérivée de la dérivée d'ordre k. La dérivée d'ordre k, on a supposé déjà dans la deuxième étape qu'il est égal à ça, donc on va la remplacer par sinus x plus k sur 2. Et on va dériver la fonction sinus, ça c'est un composé, et on sait que sinus u' c'est u' de cos u. Là la dérivée de ce qui est à l'intérieur c'est 1, donc on aura la dérivée de sinus sur cos, cos de x plus k pi sur 2. Donc le cos de x, c'est sinus de x plus 1 pi demi. Donc on factorise par pi demi ici et on trouve bien que sinus de k plus 1 égale sinus de x plus 1 k plus 1 de pi demi. Donc le Pn elle est vrai au rang k plus 1. Et comme ça on a fini avec la démonstration par récurrence, ce qui prouve que le Pn elle est vrai pour n'importe quel n appartient à n. Donc là on passe à la relation entre la convexité et les dérivées successives. On dit que f est une fonction convexe si et seulement si la dérivée seconde elle est supérieure ou égale à 0. Et elle est concave si f seconde elle est inférieure ou égale à 0.
Donc pour les opérations sur les dérivés, si on multiplie par une constante et on fait la dérivée énième, on peut facilement sortir la constante. Donc c'est lambda fois la dérivée de f, comme on a fait pour la dérivée d'ordre 1. Pour la somme, on a le même résultat que l'ordre 1. Ça veut dire la dérivée énième de la somme, c'est la somme des dérivées énièmes. Ce qui est nouveau, c'est la dérivée d'ordre n d'un produit. Là, ça demande une formule qu'on appelle une formule de Leibniz. C'est une somme de ces termes-là. Donc, où CKn, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel, qui s'appelle les coefficients binomiaux. Avec f de 0, c'est f de x. Donc, je vais réécrire cette somme avec cette façon pour se rappeler comment on écrit cette somme. Regardez, je prends le k égale à 0, donc j'aurai C0n fois ça, donc là c'est n moins 0, et là c'est 0. Donc j'aurai fn fois g de 0. Après, je remplace k par 1, j'aurai fn moins 1, g1. Ah voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le f, l'indice, elle a diminué, et l'indice de g, elle a augmenté. Ça veut dire l'indice de la dérivée. C01, c'est 1n, ça veut dire le 0 devient 1. Après, on aura fn-2, donc le coefficient continue à diminuer par 1, et le coefficient de g continue à augmenter par 1. Et le coefficient C1n, c'est de n. Donc plus ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le fn va arriver vers f1, alors que le g augmente jusqu'à ce qu'il arrive à g de n, alors que le f va arriver à f de 0. Donc on a commencé par n jusqu'à arriver à 0, et on a commencé par 0 pour le g jusqu'à arriver à n. Avec ces 0n c'est 1, et ces nn c'est 1. Donc ça c'est la dérivée énième d'un produit. Pour n égale à 1, on retrouve la dérivée du fg, c'est f' fois g plus f fois g'. Il suffit d'appliquer cette formule. Donc ça c'est la dérivée d'ordre 1. Et pour n égale à 2, f fois g seconde, c'est f seconde g plus g de f' g' plus f fois g seconde. Une fois qu'on a ça, on va faire cet exemple-là. On a un produit de deux fonctions et on aimerait calculer la dérivée énième de cette fonction. Cette fonction n'est autre qu'un produit. Donc on va prendre la première fonction comme g et la deuxième comme h. Donc c'est g fois h. On sait que h c'est l'exponentielle, donc elle est indéfiniment dérivable. La dérivée de l'exponentielle c'est exponentielle. Donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de f' qui est exponentielle. Qu'est-ce qu'on constate? Que n'importe quelle dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc pour tout k appartient à n, la dérivée d'ordre k, c'est exponentielle, il ne change pas. Pour le g qui est un polynôme, la dérivée c'est 3x carré plus 4x plus 3. G seconde, je dérive facilement, c'est 6x plus 4, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque? La dérivée troisième, c'est égal à 6. Donc la dérivée quatrième c'est 0, et puisque la dérivée quatrième c'est 0, toutes les autres dérivées vont être égales à 0. Donc g, la dérivée km de g, à partir de 4 supérieur à 4, elle est égale à 0. En utilisant la formule de Leibniz, on aura GHN, c'est la somme de HN moins K, GK. En la détaillant, on aura HNG plus, je vais diminuer le H et augmenter l'indice de G, HN-1G', HN-2G seconde, HN-3G3, HN-4G4. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la dérivée quatrième de G, c'est 0. Et la dérivée cinquième de G, c'est 0. Donc, tous les dérivés d'ordre supérieur à 4, c'est 0. Donc, tout ce terme n'est autre que 0. Donc, pour cette somme, il reste que ces 4 éléments ici. Donc, je vais remplacer la dérivée de h qui est toujours exponentielle. Et je vais remplacer g, g', g seconde et la dérivée troisième parce qu'on a calculé avant. Et on retrouve cette formule. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux formules de Taylor. Donc, je vais commencer par redéfinir la définition d'un polynôme, je le rappelle. On dit que P c'est un polynôme de degré n s'il existe à 0 à n tel que on a cette écriture. Ça c'est la décomposition
dans la base de canonique des polynômes, qui est 1x, x carré, x à la puissance n. Bien sûr, il y a d'autres écritures, d'autres bases, mais on a ici choisi la base canonique. En substituant x par 0, je trouve que p de 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que là c'est 0, et tout ce qui est après c'est 0, parce qu'il y a des x. Donc A0 n'est autre que p de 0. Je dérive cette formule, et j'aurai P' égale la dérivée de A0 c'est 0, c'est une constante. La dérivée de A1x c'est A1. La dérivée de A de x carré c'est 2A de x. Et ainsi de suite. Le dernier terme, ANxn, sa dérivée c'est n. AN xn moins 1. Une fois qu'on a cette dérivée, je substitue encore une fois x par 0. Et j'aurai P' de 0 égale à 1. Et tous les autres termes c'est 0. Donc A1 c'est P' de 0. Le même principe, je dérive la formule 2, je tombe sur une formule où il y a P seconde égale à 100. Le même principe toujours, je substitue x par 0 dans cette formule et je trouve que A2 égale P seconde de 0 sur 2, parce que tous les autres termes c'est 0. Le même principe toujours, je dérive et je substitue par 0, je trouve maintenant A3 égale la dérivée troisième au point 0 divisé par 6, parce que tous les autres termes c'est 0. Qu'est-ce qu'on remarque? A0 c'est P0, A1 P' de 0, A2 P seconde de 0 sur 2, et A3 P, la dérivée troisième de P au point 0 divisé par 3 factoriel. En continuant le même processus, on va tomber sur cette formule qui dit que, quel que soit k appartenant à n et allant de 0 jusqu'à n, AK n'est autre que la dérivée km de P au point 0 sur k factoriel. Donc, j'ai trouvé que tous ces coefficients s'écrivent en fonction des dérivées successives de P au point 0 divisé par k factoriel. En réécrivant ça, je peux avoir P de x égale la somme de ça qui est égal à AK fois x à la puissance k. Donc P de x c'est P de 0 plus P' de 0 x plus P seconde de 0 sur 2 factoriel x carré plus ça. Donc, au lieu d'écrire le polynôme au point 0, je peux écrire en un point différent de 0 qui est un x0 et j'aurai la formule suivante. P de x égale la somme de pk x0 sur k factoriel fois x moins x0 à la puissance k. Donc là j'avais x moins 0, là c'est 0. Et là c'est x moins x0, j'ai un x0 ici. Donc la formule elle est ainsi écrite. Donc pour un polynôme qui s'écrit x à la puissance 10 moins x8 plus 2x3 plus x plus 6, je peux, en utilisant ces formules de AK, retrouver que P' de 0 c'est 1, la dérivée troisième de 0 c'est 2 fois 3 factoriel, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve la dérivée dixième de P au point 0 n'est autre que 10 factoriel dans ce cas. Maintenant, je passe à la partie principale de cet exposé, qui sont les formules de Taylor. Donc, comme motivation, je prends une fonction. Ça, c'est la courbe de la fonction f. Et on sait qu'il y a une infinité de droites qui passent par ce point A. Donc, voilà une droite qui passe par A, voilà une autre droite qui passe par A. Parmi toutes ces droites, il y a une seule qui est la plus proche de la courbe, au voisinage de ce point. Cette courbe n'est autre que la tangente. Donc voilà son dessin. Donc là, la tangente, c'est la droite la plus proche à la courbe de la fonction au voisinage de A. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tangente est une droite. Et on sait que l'équation d'une droite s'écrit comme A0 plus A1x, qui est un polynôme de degré 1. Donc on constate quoi? Qu'on peut approcher une fonction par un polynôme de degré 1 au voisinage du point. Donc on peut approcher une fonction f par un polynôme au voisinage d'un point. La question qu'on va se poser, c'est quoi? Est-ce qu'on peut approcher cette même fonction par des polynômes de degré supérieur à 1? Donc puisqu'on a montré qu'elle est approchée par une fonction, par un polynôme de degré 1,
on s'intéresse, est-ce qu'il peut être approché par un polynôme de degré 2 mieux que le degré 1, et ainsi de suite. Donc la réponse est oui, et elle est faite avec les formules de Taylor qu'on va voir tout à l'heure. Donc on va voir qu'une fonction peut être approchée par un polynôme de degré n autour d'une valeur fixée qui peut être égale à 0 ou autre, et elle va être calculée à partir des dérivées successives au point où on doit faire le calcul. Et tout ça avec une erreur, puisque c'est une approximation, donc il y aura une erreur. Donc la fonction va être approchée par un polynôme, et il y a une erreur entre la fonction et le polynôme. Donc on va faire ce schéma-là pour mieux comprendre les différentes formules de Taylor qui existent, et on va aller étape par étape. Donc pour l'étape 1, qu'est-ce qu'on remarque? Que f de x va s'écrire en fonction de f de a. Et il y aura un reste. Et on va savoir pour trois notions différentes, c'est quoi ce reste. Je commence par f continu au point A. On sait tous que f continu au point A, ça veut dire que la limite de f de x égale f de a quand x tend vers 1. On va prendre une fonction qui est définie par f de x moins f de a. Sa limite va être égale à 0. On va la noter epsilon. Donc epsilon qui est égal à f de x moins f de a, ce epsilon va tendre vers 0, d'après cette définition. Ou autrement, on écrit f de x égale f de a plus epsilon de x, où la limite est égale à 0. Changeons de notion. Pour le théorème des accroissements finis, si f est dérivable sur l'intervalle ax, on sait qu'il existe un c appartenant à x tel que f de x égale f de a plus f' de c fois x moins 1. Et en utilisant le théorème fondamental du calcul intégral, on sait que f de x égale f de a plus l'intégrale entre a et x de f' de t dt. Ça c'est très simple à calculer. Pourquoi? Parce que la primitive de f' c'est f. Donc c'est f de x moins f de a qui est là. Ou bien f de x égale f de a plus 1. Regardez qu'on a toujours f de x égale f de a plus. Là c'est epsilon. Là c'est f' de c fois x moins 1. Et là c'est une primitive, une intégrale. Donc, avec trois notions totalement différentes, j'ai le début qui est le même. Mais le reste, il n'est pas le même. Maintenant, on va augmenter l'ordre. Et on va passer à l'étape 2. Donc on aura f de x égale f de a, maintenant plus ce terme, x moins a fois f' de a, pour les trois. C'est qui va donner ces formules? Pour la première, on va utiliser que f est dérivable au point A. Ça veut dire que la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a. Comme tout à l'heure, je prends une fonction epsilon qui est égale à ça moins f' de a, sa limite va être égale à 0. Ou on l'écrit autrement, f de x égale f de a plus x moins a fois f' de a plus ce reste. Ou la limite de epsilon est égale à 0 quand x tend vers 1. Pour la deuxième, c'est le théorème des accroissements finis toujours, mais avec une généralisation. On trouve que f de x égale f de a plus x moins a f' de a plus f seconde de c sur 2 factoriel fois x moins a au carré, où c appartenant à x. Et comme généralisation du théorème fondamental du calcul intégral, on trouve que f de x égale f de a plus x moins a f' de a plus l'intégrale entre a et a de x f seconde fois x moins t. Là, il faut juste faire une intégration par partie pour trouver cette formule. Donc, pour les trois notions qui sont totalement différentes, j'ai le même début, f de x égale f de a plus x moins a f' de a, mais avec un reste qui est différent pour les trois. Maintenant, qu'est-ce qu'on aime? On aimerait généraliser ces formules. Ça veut dire, au lieu d'avoir le f' ici, on aimerait aller à x moins a au carré f seconde. Et après, à l'ordre 3, après l'ordre 4, pour avoir un polynôme de degré supérieur. Parce que ça, c'est un polynôme de degré 1. Ça, c'est un polynôme de degré 1. Ça, c'est un polynôme de degré 1, qui est la droite qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on va généraliser ce résultat, et j'aurai besoin de trois conditions qui seront différentes. Pour la première,
ça va s'appeler Taylor-Young. La deuxième, on va l'appeler Taylor-Lagrange. Et la troisième, ça va être appelé la formule de Taylor avec reste intégral. Et pour la première, on aura ces conditions que f est de classe n-1 sur un voisinage de A. Et là, f c'est une fonction de classe n sur un intervalle avec la dérivée n est dérivable sur l'intervalle ouvert. Alors il va exister un c qui appartient à ax. Et là, on aura besoin d'une fonction qui est de classe n sur l'intervalle ax. Pour chacune de ces conditions, j'aurai un résultat qu'on va montrer sur le diapositive d'après. Donc sur le diapo ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que j'aurai f de a plus f' fois x moins a, ça c'est la formule de tout à l'heure. Mais je vais ajouter le deuxième terme, c'est ce terme-là, x moins a au carré, plus à la puissance 3, jusqu'à ce que j'arrive à x moins a à la puissance n, fois la dérivée n de a divisé par n factoriel. J'aurai le même début partout, pour les trois formules. Qu'est-ce qui va changer? Pour la première, c'est Taylor-Young, et j'aurai x moins a n epsilon de x. Le même qu'on a obtenu tout à l'heure avec la continuité et la dérivabilité. Pour la deuxième de Taylor-Lagrange, on aura un reste qui s'écrit comme la dérivée n plus 1 de c sur n plus 1 factoriel, x moins 1 à la puissance n plus 1. Ça, c'est ce qu'on avait avec le théorème des accroissements finis. Donc, c'est une généralisation du théorème des accroissements finis. Et le troisième, c'est une généralisation du théorème fondamental de l'intégrale. Donc, ça s'appelle une formule avec reste intégral. Donc, je répète, j'ai le même développement. Ça, c'est un polynôme de degré n, parce que x carré, x à la puissance n. Ça, c'est une fonction. Donc, j'ai une fonction qui est égale à un polynôme plus un reste. Une fonction qui est égale le même polynôme plus un autre reste. Et c'est pareil ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque comme différence entre les trois formules? La première, la formule de Taylor-Young, c'est une formule locale et qui donne des informations au voisinage d'un point seulement. C'est elle qui va donner l'existence des développements limités qui vont servir à la détermination de limites, puisque les limites, c'est des notions locales, et à l'étude locale des courbes. Ça veut dire la position de la courbe par rapport à la fonction, ou l'étude de la convexité. Toutes ces notions qu'on va étudier localement. Par contre, la formule de Taylor-Lagrange, c'est une formule globale qui donne des informations sur un intervalle tout entier. Pas au voisinage d'un point, mais sur tout l'intervalle. C'est elle qui permet d'obtenir de nombreuses inégalités. La formule de Taylor avec reste intégral est aussi une formule globale. La différence par rapport aux autres, c'est que c'est la seule qui donne une expression précise du reste. Et elle est très utile, notamment lorsqu'on s'intéresse à la régularité de ce reste. Je reviens pour les formules. Là, c'est un epsilon qu'on ne connaît pas. On sait juste qu'il tend vers 0. Là, il y a un C qu'on ne connaît pas, le C des accroissements finis. On sait juste qu'il existe un C entre AX, mais on ne sait pas c'est quoi ce C. Par contre, ici, le reste, on l'a. Si par exemple j'ai le f et j'arrive à calculer cette dérivée n plus 1, je peux calculer cette intégrale. Donc c'est la seule formule où le reste, on l'a. Mais en réalité, c'est très rare qu'on arrive à calculer cette intégrale. Je répète que juste en pratique, c'est difficile de calculer cette intégrale. Mais théoriquement, ça c'est une quantité qui est connue. Alors que les autres, ils ne sont pas connus parce que le epsilon, on sait juste qu'il tend vers 0. Et le C, on sait juste qu'il existe entre A et X. On ne connaît pas sa valeur. Donc, pour les formules de Taylor, s'ils sont écrites en 0, ils seront dites formules de Maclaurin. Donc, les formules de Maclaurin, c'est juste les formules de Taylor écrites en 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu d'écrire f de A, j'écris f de 0. Ça veut dire, je développe en 0. f' de 0, f second de 0, la dérivée n de 0. Donc, toutes les formules, elles sont écrites en 0. Donc là, c'est xn epsilon de x. Là, c'est xn plus 1 fois la dérivée n, c'est-à-dire les mêmes restes de tout à l'heure. Sauf que ces formules sont développées au point 0
au lieu d'un point en général qui est 1. On les appelle des formules de Maclaurin. Comme application, on va prendre la fonction racine 1 plus x et on va essayer de l'approcher au voisinage de 0 par un polynôme. Là, comme vous savez tous, ça c'est pas un polynôme, c'est une fonction. Et on va l'approcher par un polynôme au voisinage de 0 en utilisant la formule de Taylor-Young. Donc racine de 1 plus x, voilà sa courbe. Si je développe la formule de Taylor-Young au voisinage de 0, ça c'est f de 0 égale 1. Je calcule la dérivée, je la rends qui est égale 1 sur 2 racine 1 plus x. Je remplace par x égale à 0, je trouve 1 demi. Donc plus x fois f' de 0 qui est 1 demi. Voilà le développement à l'ordre 1. Donc là il y aura une erreur. Donc la fonction égale à cette droite plus bien sûr une erreur. Voilà l'erreur, voilà la droite, elle est dessinée ici, c'est 1 plus x. On voit que cette droite, elle est proche de cette fonction au voisinage de 0. Bien sûr, au point 0, c'est égal, mais au voisinage de 0, il y a une différence entre la droite et la fonction. Et à chaque fois qu'on s'éloigne de 0, la fonction s'éloigne de la droite. Donc, cette approximation, elle est meilleure lorsqu'on est proche, vraiment proche de 0. Une fois qu'on s'éloigne de 0, bien sûr, la droite va s'éloigner de la fonction. On peut calculer pour quelques valeurs, par exemple pour 10 moins 1, l'erreur qui est faite entre la fonction et la droite, pour x égale 10 moins 1, c'est 10 moins 3, c'est une approximation de 10 moins 3. Alors que pour x égale 10 moins 3, ça veut dire je m'approche de 0 en allant de là à là, l'erreur elle devient 10 moins 7. Ça veut dire si le x s'approche de 0, l'erreur va s'annuler, va presque s'annuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'approcher la fonction par un polynôme de degré 1, on va l'approcher par un polynôme de degré 2. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le début, elle est le même. C'est juste le terme de x carré qui vient d'être ajouté. Et là, comment on l'ajoute? C'est f seconde au point 0 fois x au carré divisé par 2 factoriel. Et on trouve que c'est moins x carré sur 8. Donc là aussi, il y aura une erreur. Voilà, la courbe, le polynôme de degré 2, il est dessiné ici en vert. C'est 1 plus x sur 2 moins x carré. Cette courbe, il approche la courbe en bleu, racine de 1 plus x. Et il approche mieux que la droite. Donc cette courbe en vert approche la fonction en bleu, en noir, mieux que la droite. On peut le voir avec des calculs. Pour x égale 10 moins 1, l'erreur c'est 10 moins 5. Et pour x égale 10 moins 3, l'erreur c'est 10 moins 11. Si maintenant je compare les erreurs en rouge et en vert, on voit que là, pour le même x qui est égal à 10 moins 1, l'erreur en rouge c'est 10 moins 3, alors que l'erreur en vert c'est 10 moins 5. Donc on a une meilleure approximation en vert que en comparaison avec le rouge. Donc le polynôme de degré 2 approche mieux la fonction que le polynôme de degré 1. Et si on veut aller plus loin, on va approcher par un polynôme de degré 3. La première remarque, c'est que le polynôme de degré 2 ne va pas changer. On ajoute juste le degré 3. Donc là aussi, il y aura une erreur. Donc, comme tout à l'heure, je dessine la fonction en bleu, qui est un polynôme de degré 3. Sur la courbe, on voit qu'il approche mieux maintenant ici la courbe en noir. Regardez, c'est l'en rouge, c'est l'en vert, et là c'est l'en bleu. Elle approche de mieux en mieux la courbe en noir. Mais c'est mieux de le voir numériquement. Avec les mêmes valeurs, 10 moins 1, l'erreur en bleu, c'est 10 moins 6. Alors que x égale à 10 moins 3, l'erreur c'est 10 moins 14. Si je compare les trois erreurs pour 10 moins 1, en rouge 10 moins 3, en vert 10 moins 5 et en bleu 10 moins 6. Ça veut dire que le polynôme de degré 3 approche mieux que le polynôme de degré 2 et 1. Pareil pour x égale 10 moins 3, l'erreur elle est 10 moins 14 pour l'erreur 3 qui est meilleure que les autres. Donc un polynôme de degré 3 approche mieux
cette fonction qu'un polynôme de degré 2 et qu'un polynôme de degré 1. C'est clair que si par exemple je fais un polynôme de degré 4, il sera meilleur que le polynôme de degré 3 et ainsi de suite. Ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.